titre paradoxal et provocateur, effectivement, en ayant bien conscience que ça peut en choquer certains, puisque le divorce n'est jamais une réjouissance, sauf dans certains cas extrêmes de violence conjugale. En réalité, parce que je crois que devant le constat qu'aujourd'hui 46% des mariages se terminent par un divorce, je fais aussi le constat dans mon cabinet que beaucoup de ces divorces ne sont pas des séparations, ce sont des pugilats, ce sont des guerres quasiment mythologiques au sein de deux familles qui se déchirent, qui sortent ruinées moralement, ruinées financièrement, avec des enfants qui sont des balles de ping-pong dans le conflit parental. Et moi, en tant que psychologue, je n'ai pas de baguette magique pour réparer tous les couples, mais en tout cas, mon rôle, c'est de donner de l'espérance et de dire aux gens qui en arrivent à prendre cette décision qui est toujours difficile, autant à recevoir qu'à prendre, que ça peut se passer relativement bien. C'est-à-dire qu'on peut se séparer de quelqu'un et néanmoins le faire dans le respect et ne pas y perdre la confiance en soi, la confiance dans la vie, la confiance en l'autre et la confiance dans la relation. Donc, je donne des outils pour préserver l'intérêt supérieur de l'enfant et aussi pour tirer de ce divorce et de cette épreuve des clés de compréhension de soi-même, pouvoir repartir dans la vie en ayant mûri et non pas en étant détruit. Se libérer de son moi toxique, ça part de constat qu'on est très souvent son meilleur ennemi et qu'on a tous en nous une part d'ombre, en fait. Hein. C'est ce que Jung appelle l'ombre, le moi toxique. C'est ce résidu de croyances, de schémas familiaux qu'on n'a pas conscientisés, de traumatismes refoulés, etc., qui vont nous conduire à remettre en place inconsciemment des situations dans lesquelles on souffre, alors qu'on était persuadé, avec la meilleure intention du monde, de vouloir réussir la relation. Et puis finalement, on se laisse embarquer par des projections, par des choses qu'on n'a pas réglées et qui vont nous faire aller vers quelqu'un qui nous fera revivre de la souffrance ou avec qui on se conduira d'une manière inappropriée. Et donc, effectivement, se libérer de son moi toxique, c'est explorer cette part d'ombre pour ensuite, peut-être, bien choisir l'autre, bien communiquer et éviter de divorcer. Alors, déjà, les 46%, c'est un chiffre qui fait froid dans le dos, Oui. mais qui est malheureusement, si on regarde un petit peu l'évolution de la société moderne occidentale, qui est très cohérent avec notre anthropologie. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est quand même dans une société de consommation et dans une société où la représentation de l'être humain est axée sur le faire, l'avoir, la performance, la vitesse, l'instantanéité, ne pas être frustré, tout de suite, l'image. Et plus une société est narcissique et plus elle est axée sur le factuel, finalement, plus elle dévalorise ce qui a de la valeur. Ce qui a de la valeur, c'est tout ce qui n'a pas de prix. C'est le lien, c'est le désir, c'est la relation, c'est l'affect. Et donc, évidemment, on a une société qui dévalorise ça, qui dévalorise beaucoup ça. On est dans des relations Kleenex où finalement notre corps est une marchandise, l'amour est une marchandise. Si ça me plaît pas, je vais voir ailleurs. Donc, il y a une dévalorisation de l'engagement qui est vue comme un obstacle à la liberté. Mais sauf que la liberté, c'est pas l'absence de contraintes. La liberté, c'est de choisir dans quoi on s'engage. Donc, l'augmentation des divorces est malheureusement cohérente avec notre anthropologie, je crois. Et puis, il y a des explications sociologiques et historiques, c'est que l'émancipation des femmes et leur accession au travail fait que autrefois, effectivement, quand il y avait un divorce, bah, c'était l'homme qui décidait de partir. La femme n'avait pas son mot à dire parce qu'elle était dépendante de l'homme économiquement. Ce n'est plus le cas aujourd'hui. Et c'est heureux que les femmes ne soient pas Bien sûr. sous la coupe d'un homme violent, bien entendu. Mais du coup, comme les femmes, elles, ont tendance plus à régler les problèmes une fois qu'elles les ont identifiés qu'à mettre la poussière sous le tapis en se disant on verra plus tard, ce qu'un homme est tout à fait capable de faire. On voit des hommes qui ne sont pas bien dans leur mariage, mais qui, entre le travail dans la semaine, le golf le week-end et les déplacements à l'étranger, vont pendant très longtemps laisser la situation pourrir et se dégrader sans prendre de décision ni d'aller faire une thérapie de couple et de reconquérir leur femme, ou de se laisser la possibilité d'être reconquis, ni de se séparer. Et les femmes, quand elles ont la possibilité de ne pas rester indécises, en général, elles réfléchissent très longtemps. Et une fois qu'elles ont posé la décision, ça fait en général 1 an qu'elles considèrent qu'il n'y a plus rien à faire pour le couple, en moyenne. C'est irrévocable et effectivement, elles demandent le divorce, même si elles savent que ça va leur coûter une charge mentale très importante de devoir tout assumer. Parce qu'en général, elles ont la garde des enfants.
Mais effectivement, maintenant, c'est plutôt les femmes qui demandent la séparation. Ok. Si vous êtes mal seul, vous serez mal à deux. Si vous êtes bien seul, vous avez une chance d'être bien à deux. Mais si vous êtes bien tout seul, pourquoi prendre le risque d'être mal à deux? Mais d'abord, c'est pas certain que vous serez mal. Si vous êtes bien avec vous-même et que vous savez communiquer sur vos limites et sur vos besoins sans tromper l'autre et sans essayer de lui faire croire que vous êtes quelqu'un que vous n'êtes pas, il y a de fortes chances pour que la relation à l'autre vous permette au contraire de manifester, d'exprimer et de traduire dans la réalité des parties de vous qu'on n'exprime pas dans la solitude. Même un grand introverti vous dira qu'il y a quand même des choses que tout seul, il ne peut pas faire et qu'il est bon d'être deux pour l'être humain parce qu'on n'est pas des monades toutes puissantes. Donc, si vous êtes bien avec vous, vous pouvez vous permettre de prendre le risque de tomber amoureux. Donc, il faudrait suivre des cours avant de se marier. Alors, je crois qu'il y a un très, très beau cadeau de mariage qu'on peut faire à quelqu'un, c'est d'avoir fait 6 mois d'introspection et d'avoir un peu regardé d'où on venait en termes de modèle familial. Est-ce que vraiment, en tant que fils aîné ou en tant que petite dernière, qu'est-ce qu'on a vu de notre couple parental? Est-ce qu'on s'est identifié à notre mère victime? Comment on s'est représenté les choses? Qu'est-ce que notre père nous a transmis par ses silences lourds, pesants? Voilà. Et moi, je le vois. J'ai des patients qui me disent, mais en fait, je me rends compte que mon père était tellement malheureux en étant marié que depuis que je suis mariée avec ma femme, alors qu'on est en couple depuis 10 ans, j'ai changé d'attitude. C'est-à-dire que le fait d'éclairer ce qu'il a vécu lui permet d'éviter les pièges, de s'identifier inconsciemment à la posture de son père qui était enfermé dans ce silence et de se dire non mais on peut être marié et heureux même si j'ai vu mon père marié malheureux. Bien. Bon, les philosophes ont très bien expliqué que l'être humain n'était pas tout puissant, qu'il n'était pas une monade et qu'on avait ce manque à être de base et qu'on a besoin de la relation pour survivre. On est des mammifères, on a besoin de relations. Donc on est incomplet et on est blessé. Et Lise Bourbeau, elle décrit, elle n'est pas philosophe, hein, au départ, elle travaille dans le développement personnel, elle décrit très bien que on arrive avec des blessures qui peuvent être la blessure d'abandon, la blessure de rejet, en général infligée par le parent du même sexe d'ailleurs, la blessure d'humiliation qui apparaît entre 1 et 3 ans, la blessure d'injustice et la blessure de trahison. Et que selon les blessures qui nous ont marquées, on va adopter des postures de protection, ce qu'elle appelle des masques. C'est-à-dire que par exemple, quelqu'un qui a subi du rejet, tant qu'il n'a pas guéri sa blessure par un travail sur lui, il va avoir tendance à être fuyant parce qu'il aura tellement peur d'être rejeté quand il aime quelqu'un qu'il prendra la poudre d'escampette. Et alors ça fait des personnes qui arrivent en thérapie qui disent mais je comprends pas, il était tout feu tout flamme et puis du jour au lendemain il m'a ghosté. Et ben parce que peut-être il s'est fait peur, il a eu le vertige en tombant amoureux, qu'il avait une blessure de rejet pas réglée que vous avez réactivée en le rendant amoureux et du coup il a pris la fuite parce qu'il avait peur d'être rejeté. Donc on voit bien comment les blessures tant qu'on les a pas réglées nous rendent en fait bourreaux de l'autre parce qu'on va lui faire revivre des choses blessantes et on va s'infliger de la blessure parce qu'on a tellement peur de souffrir qu'évidemment on crée ce qu'on craint et on se met dans des situations de souffrance. Et là, j'en arrive au triangle de Cartman. Une circulation entre trois postures dans les relations, entre la victime, le bourreau et le Le sauveur, ça sauveur. peut se remettre en place dans une entreprise, dans une bande d'amis, mais aussi dans le couple où vous allez passer du rôle de sauveur de celui que vous avez choisi à partir d'un besoin de materner qui n'est pas juste, et l'autre ne va pas supporter que vous essayiez de le sauver, donc finalement il va devenir votre bourreau, donc vous allez devenir la victime de celui que vous essayez de sauver, et ça peut durer très très longtemps. C'est très intéressant que vous parliez de l'humour parce que c'est en fait pour nous les psychologues, c'est le meilleur mécanisme de défense qui est à la disposition d'un être humain. C'est-à-dire que même dans la situation où il est totalement impuissant, l'être humain peut quand même avoir recours à l'humour et c'est ce qui lui permettra le plus efficacement de mettre les choses à distance et de dédramatiser une situation. Et s'il y a bien des situations qu'on a besoin de dédramatiser, ce sont les situations de rupture amoureuse qui sont toujours douloureuses. Donc, la colère, c'est une émotion.
à partir du moment où c'est une émotion, il faut se dire qu'elle est utile et que dans l'évolution de l'espèce, notre cerveau émotionnel, notre cerveau limbique, il est apparu avant notre cerveau rationnel, notre cortex capable d'abstraction et de conceptualisation. C'est-à-dire qu'on ne peut pas survivre si on n'a pas des émotions de peur, de joie, de colère, parce que ça nous donne des indications sur le monde extérieur. Est-ce que cette situation est bonne ou mauvaise pour moi? Donc, si j'ai pas peur quand un lion me fonce dessus, bah, je vais me faire bouffer par le lion. Donc, la colère, elle n'est pas mauvaise en tant que telle. Si vous la refoulez, elle devient dangereuse parce que vous allez la somatiser ou vous allez passer à l'acte en étant agressif physiquement ou verbalement avec l'autre. Mais si vous pouvez accueillir votre colère et dire là, je suis très, très en colère, et donc je n'ai pas à me juger de cette colère. Si je suis en colère, c'est que ça rouvre des choses douloureuses en moi. Et oui, j'ai le droit d'être en colère, d'avoir été trahi. Vous allez pouvoir l'utiliser. L'utiliser pour vous détacher de l'autre. Je ne veux plus de cet homme qui m'a tellement menti dans ma vie. Je ne veux plus de cette femme qui dit du mal de moi à nos enfants dans ma vie. Donc, vous allez utiliser votre colère pour prendre une décision qui sera, elle, posée, rationnelle, maîtrisée. Et donc, vous allez pouvoir l'expliquer calmement à l'autre, sans renoncer à ce que vous ressentez et ce que vous pensez, mais sans non plus détruire l'autre. C'est comme ça, c'est ma limite, c'est pas autrement. Tu en fais ce que tu veux, mais pour moi, la limite, elle est là. Alors que si vous avez refoulé votre colère, elle risque de vous exploser à la figure. Je crois qu'on a un défaut dans la société moderne, c'est qu'on est beaucoup dans l'externalisation, c'est-à-dire qu'on cherche toujours les choses à l'extérieur, comme s'il n'y avait qu'une réalité extérieure et pas de réalité interne et qu'on n'avait pas de psychisme. Mais en réalité, quand vous divorcez de quelqu'un, c'est tout autant un travail de conflictualité avec l'autre qu'un travail de réconciliation avec vous. C'est-à-dire, est-ce que vous vous êtes pardonné d'avoir choisi cette personne? Est-ce que vous êtes pardonné de vous être déçu? Est-ce que vous êtes pardonné d'avoir passé autant de temps dans une relation qui vous faisait du mal? Donc finalement, il va falloir vous détacher aussi de votre orgueil, de votre ego, de vos points d'aveuglement. Donc le divorce, c'est un processus avec l'autre, mais c'est aussi un processus avec soi où on va devoir se séparer des choses en nous, des schémas, des croyances, des émotions qui nous tirent vers le bas et qui nous empêchent en fait d'être libres et de poser des actes éclairés par le bon discernement. En ayant toujours en tête, quand vous avez des enfants, que ce soit l'intérêt supérieur de l'enfant qui prime sur vos décisions plutôt que l'ego ou l'argent, parce que votre enfant, vous le fera payer plus tard si vous ne le faites pas. Marie-Estelle Dupont, merci pour vos réponses. Bravo pour cet ouvrage qui est un outil que je vais recommander à beaucoup de mes amis qui sont en âge de divorcer, voire qui sont en train de se poser la question, comment réussir mon divorce?